Vous rapprochez peut-être. Comme ça. D'accord. Je sais pas. Oui. Allô. Alors, on va prendre des séries de questions. Farida. Non, mais parce que c'est... Ah, d'accord. Oui, alors moi j'ai une question qui me tient depuis très longtemps, c'est dans la personne, dans la personnalité qu'a pu représenter Aban Hamdan dans toute l'histoire algérienne et en particulier pendant la guerre de libération. Je suis très étonnée qu'il n'y ait rien du point de vue historique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on apprend à connaître Aban Hamdan à travers justement des débats, si on peut appeler ça débat, ou de personnes, etc. Et je suis très étonnée que des historiens n'aient pas fait quelque chose de plus, je dirais, qui ramène à un livre d'histoire. Parce que là, bon, moi si je suis là, c'est parce que je suis très intéressée, mais on en est encore à l'anecdote sur quelqu'un. Je ne parle pas de vous, hein, attention, je tiens à... Je tiens à dire que ça ne, au contraire, hein, c'est-à-dire que je dirais que le livre, mais je me dis, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres personnalités, et voilà. Après, j'avais une autre question à vous poser, c'est est-ce que, par exemple, vous êtes rapproché d'autres personnes, comme Boudiaf, ou d'autres personnes qui étaient peut-être moins, je dirais, nocifs vis-à-vis d'Araben, pour avoir un point de vue qui ne soit pas, bien sûr, celui de ses ennemis aussi. Voilà. Je vous remercie, madame. Concernant les livres, je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites. Et je crois que René Galisson, qui est présent, ne me contredira pas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur Aban. Enfin, dans tous les livres d'histoire, vous savez, on ne peut pas parler de l'histoire de la guerre de libération nationale sans évoquer le nom de Aban, qui était l'un des principaux, sinon le principal, le numéro 1, pendant les 3 premières années de l'insurrection. C'était le dirigeant, si vous voulez, comme on le dit, c'est la tête politique. Parce que d'abord, les principaux dirigeants étaient à l'extérieur, d'autres ont été emprisonnés. Aban est arrivé en mars 1955. Il a comblé le vide politique très important. Et je pense que M. Hajaras peut également en parler, puisque c'est Aban qui a, si vous voulez, fait du FLN un véritable front de combat. C'est lui qui a rassemblé toutes les potentialités politiques nationales et qui a, si vous voulez, pour la dernière fois, puisque c'est le front qui a eu la victoire, puis il y a eu 3 tentatives d'unification. Il y a eu celle de 1937 pour répondre aux avances du Front populaire, c'est le projet Bleu-Violette, qui a échoué. Et ensuite, il y a eu les AML, qui préfiguraient d'ailleurs le front soumalien. Et puis, il y a eu le front soumalien, c'était Aban. Voilà. Et ça, on peut pas, l'histoire ne peut pas nier ça. Voilà. Ça, donc, concernant les livres, il y a eu beaucoup de livres. Il y a eu les livres de Khalfa Ma'amri, qui a fait une biographie très fouillée sur Aban, et qui, à mon sens, est un livre incontournable. Moi, beaucoup de gens me disent est-ce que ça vaut le coup de le lire? Parce que Khalfa Ma'amri, quelqu'un qui a écrit à l'époque de Boumediene. Donc les gens ils disent il n'est peut-être pas crédible. Alors je dis au contraire, ce qu'a fait Khalfa Ma'amri, c'est véritablement, j'allais dire, l'ancien testament de l'histoire de la guerre de libération vue sous l'angle d'Aban. C'est très important son apport. Et je peux dire qu'il m'aurait été très difficile d'écrire par la suite sur Aban. Donc il faut reconnaître. Et puis il y a eu d'autres livres, il y a eu même un roman, pièces de théâtre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et René Galisson parlait l'autre fois d'une fiche qu'il avait rédigée aussi sur les principaux dirigeants d'Aban. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. L'autre question, excusez-moi, c'était... Est-ce que vous avez rencontré... Ah mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. J'ai rencontré, on peut dire que j'ai rencontré pratiquement les principaux dirigeants. J'ai rencontré bien sûr Amran, j'ai rencontré Lamine Bargin, Bibel Khadda à plusieurs reprises, qui était tout proche de Aban et bien entendu du CCE,
Reda Malek, tous les principaux dirigeants qui sont encore en vie. Je les ai rencontrés. Et donc j'ai tous leurs témoignages qui vont paraître dans le prochain livre. Je n'ai pas rencontré que Ben Bella. Mais c'était utile. J'ai rencontré Bitat, bien sûr. Madame Habitat qui me racontait, et que je développe, en fait, parce que ce qu'on dit de Abban, qu'il n'était pas présent au 1er novembre, qu'il avait pris le train en marche. Bien sûr, physiquement, oui, il avait pris le train en marche. En fait, il était associé étroitement au préparatif du 1er novembre. Et je peux vous dire un détail anecdotique, puisque vous avez parlé d'anecdote tout à l'heure. La Ronéo qui a servi à taper ou à imprimer la déclaration, la proclamation du 1er novembre est partie de chez nous. C'est mon frère qui a reçu l'instruction de son oncle, mon oncle, et qui lui dit: tu vas donner la Ronéo, tu vas emmener la Ronéo aux gens d'Iri Moula. Donc il était au courant. Et Ben Bella le dit dans Fath Dib, Gamal Abdel Nasser, la révolution algérienne, il était au courant de tout. On lui a transmis tout. Bitat lui-même raconte, je développe tout ça, je la fais très courte. Bitat lui-même me dit, quand on s'est réunis le 24 octobre 1954 chez Borchora à la Pointe Pescade, il dit Ben Hidi a proposé de différer encore le soulèvement du 1er novembre pour attendre la libération d'Abban, qui ne saurait tarder. Et Boudiaf a dit non, on a décidé pour le 1er novembre, on déclenche le 1er novembre. Quand Abban arrivera, il prendra sa place, il aura sa place. Et effectivement, il était question de 12 personnes qui allaient constituer un comité révolutionnaire pour la prise en charge de la révolution. Donc les 9 que vous connaissez, les 6 de l'intérieur, les 3 de la délégation extérieure, Lamine Barin, Abban, et un 12e, je ne peux pas être certain, c'est probablement Ziroutius. Voilà. Voilà un peu, si vous voulez, Abban, si vous savez la place, déjà on peut passer à d'autres. Moi j'ai 2 questions à poser. La première question, puisque c'était le seul intellectuel de ce qu'on appelle la révolution algérienne, quelle était la place de la majorité dans l'Algérie future selon Abban al-Bas? Et la deuxième question, est-ce que son exécution a été décidée par les services secrets égyptiens, et le malheur de la Kabylie, est-ce qu'elle n'a pas commencé avec celui d'Abban, avec le congrès de la Soumam? Le chef militaire, c'est un Kabyle Amirouche, il a été exécuté, et Abban al-Bas, c'est l'intellectuel organisateur, il a été exécuté. Donc est-ce que le malheur de la Kabylie n'a pas commencé avec le congrès de la Soumam, y compris celui d'Abban? Abban n'est pas le seul intellectuel. Il n'est pas le seul intellectuel. La particularité d'Abban, c'est que, et peut-être son malheur aussi, c'est qu'il était en même temps un activiste, en même temps un politique. C'est ce qui a fait qu'il a affronté les colonels. Il n'avait pas de complexe, parce que les politiques, avaient des complexes vis-à-vis de ce qu'on appelait les activistes, notamment les 22. Abban était en même temps membre de l'OS, et en même temps il avait occupé des fonctions politiques. Donc à ce titre-là, il n'avait pas de... Et puis il y a des choses qui tiennent à son tempérament, à son caractère. C'était quelqu'un, je peux le dire ici, de très courageux physiquement et intellectuellement. Donc ceux qui comprennent le kabyle, on dit Qoro Qoroïs. C'est une tête très dure, et beaucoup de gens dans la famille disent de toute façon il n'aurait jamais survécu, parce qu'il est il est entier, il est dans un antagonisme permanent. Ben Bella dit c'est un caractériel, d'autres, ses amis disent il a du caractère. Donc on peut dire ce qu'on veut. L'autre question, quels sont ces problèmes? Ça c'est une question taboue, mais je ne me défilerai pas devant les questions taboues. Il y a une chose qui est de l'autorité publique, en tout cas chez les historiens ou les gens qui s'intéressent à la guerre de libération nationale, c'est qu'Abban était sur la même ligne que le parti concernant la question identitaire. Si vous connaissez un peu l'histoire, en 1949, et je pense que si ça peut nous en parler plus en détail, en 1940, puisqu'il a vécu, donc c'est ça qui est intéressant, en 1949,
qu'il y a eu une crise, ce qu'on appelle une crise identitaire. C'est un certain nombre de militants, de la Kabylie en particulier, qui se sont élevés contre la direction du parti, qui voyaient dans l'avenir de l'Algérie que la composante arabo-islamique. Et les jeunes militants originaires de la Kabylie, ils ont dit l'Algérie est algérienne d'abord. Et puis comme la direction a réagi de manière très dure, donc je la fais très résumée ainsi Sadat, ces militants sont allés militer ailleurs et pour certains ils ont rejoint le Parti communiste. D'où l'appellation les berbéros marxistes donnée à un certain nombre, dont même... Alors, donc, Abban, lui, était sur la ligne du parti, c'est-à-dire la question identitaire est une question qu'on doit soulever après l'indépendance. C'est ça la grande erreur. Voilà. C'est une question qu'on doit soulever après. C'est pas seulement Abban. Karim. Mais Aït Hamed a dit ça aussi. Bien sûr, Karim, tous les dirigeants, les grands dirigeants de la Kabylie, qui ont été dans les FLN, ils ont dit la question identitaire doit être soulevée après l'indépendance. On attend toujours. Elle est largement soulevée. La mazir est devenue une langue nationale, c'est vrai que c'est pas encore, mais des progrès considérables ont été faits. Et maintenant, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un aspect sur lequel je travaille encore, et d'ailleurs, j'ai même sollicité Sissata pour. Vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que l'exécution vient du Caire? Ah, l'exécution vient du Caire. Voilà, mais la question. Non, l'exécution ne vient pas du Caire. Mais ça a arrangé le Caire. Ça a arrangé le Caire. Bien sûr. Mais l'exécution ne vient pas du Caire. Non, l'ordre. Hein? Non, l'ordre, c'est. L'ordre, je développe ça dans mon prochain livre. Vous allez voir que ça coule de source. Hein. Mais bien entendu, pour les Égyptiens, ça tombait à point nommé. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler et puis qui a montré à plusieurs reprises que la révolution algérienne ne se commandait pas du terme. Et lui-même, d'après Khalfa Ma'amri, donc on revient à Khalfa Ma'amri, quand ils ont été reçus par Gamal Abdel Nasser, il n'était pas impressionné, il a dit ces gens-là, si la révolution algérienne reste unie, ces gens-là, on pourra les mener à la baguette. Donc il n'était pas du tout impressionné. Alors que des gens comme Benbella, comme Boussouf, qui a voulu prendre le relais de Benbella quand Benbella a été arrêté, étaient très impressionnés par les Égyptiens. Ils se sont volontiers mis sous la houlette du Caire. Et puis quand Boussouf lui-même a eu des déboires avec l'affaire Alawa Amira, c'est quelqu'un qui a été défenestré du Caire, d'un immeuble du Caire, donc les Égyptiens n'ont pas apprécié. Et donc Boussouf est tombé en disgrâce, et c'est, comment il s'appelle, c'était Mahsas qui a pris le relais. Enfin, Mahsas a pris le relais après Benbella. Je vais te donner la parole, Hamda. Une petite minute, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce que dit Farida à propos de l'intellectuel. Je reprends Mabrouk Belhoussil qui dit la chose suivante.